stress oxydatif, ça marche pas, d'accord, ok, on y arrive. Ce stress oxydatif, au final, je dis, se traduit par une expulsion des oxantelles et donc un corail qui blanchit. Et lorsqu'un corail blanchit, eh bien, il perd ce que apportent les oxantelles au corail. C'est à peu près 80 à 90% dans un corail dynamique, je dirais, avec une croissance forte. Et donc, dans ce cas-là, on se retrouve finalement avec un corail et une mortalité importante. Donc, aujourd'hui, il y a un développement de pépinières coralliennes. Il y a toute une industrie, d'ailleurs, qui se met en place là-dessus. Mais finalement, toute cette industrie ne règle pas la cause. On met en place des systèmes, mais tant qu'on ne résout pas la cause, tant qu'on ne résout pas la cause de la mortalité, finalement, on va continuer à avoir des mortalités. Donc l'idée là, c'est finalement de créer des systèmes de pépinières ou des systèmes, je dirais, d'isolat de conservation. Donc on peut appeler ça des conservatoires à petite échelle pour être, je dirais, résilients face à l'augmentation de la température de l'eau qui n'est pas prête de s'arrêter aux dernières nouvelles. Donc l'idée a été d'utiliser l'eau froide, donc des systèmes de type SWAC. On a eu donc un partenariat avec d'une part Pacific Beach Camber qui est le gestionnaire de l'hôtel qui est sur Tetiaroa et d'autre part Tetiaroa Society qui gère donc les recherches sur l'île de Tetiaroa et donc le partenariat avec le CRIOB et ODEWA et donc David qui est ici sur les parties plus techniques et mises en place. Donc l'objectif, parce que la première chose, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Pacific Beach Camber, lorsque je les ai contactés au début, ont dit qu'il fallait travailler avec ODEWA parce que ODEWA avait travaillé sur la mise en place des SWAC et donc ils ne voulaient pas que les implantations que l'on allait mettre et les infrastructures qu'on allait mettre puissent endommager, je dirais, le SWAC dont le coût financier ne serait pas possible, je dirais, pour une échelle recherche. Donc là, je vais laisser David parce que là, c'est sa partie. Donc effectivement, le premier point a été de vérifier d'une part ce que le CRIOB attendait en termes de conditions à mettre en place au niveau des températures de livraison, au niveau des boutures de corail. Et nous, de notre côté, deux choses. Il faut bien comprendre que le SWAC aujourd'hui rejette de l'eau entre 11 et 14 degrés sur des systèmes qui visent justement à maximiser la dilution thermique pour limiter l'impact environnemental. Donc en fait, on avait une première question qui était comment venir modifier la sortie du SWAC sans venir altérer le fonctionnement du système de clim. C'est des systèmes qui sont assez sensibles sur l'intégralité de la ligne, donc ce n'est pas aussi simple que de se dire on vient rajouter quelque chose au bout. Donc il a fallu rassurer et évaluer quels seraient les impacts sur l'installation actuelle pour rassurer l'hôtel sur le fait qu'on pouvait y associer quelque chose. Et ensuite, il y avait une deuxième question qui était comment amener cette eau qui aujourd'hui sort à 35 mètres pour la remonter dans les zones de culture qui sont aux alentours de 15 mètres et quels étaient les systèmes qui étaient envisagés pour pouvoir monitorer et faire le volet recherche. Donc nous, on a réellement accompagné sur la première phase qui consistait à évaluer comment modifier l'installation initiale pour se mettre dans des conditions qui étaient acceptables d'un point de vue recherche par rapport aux objectifs du CRIOB. Donc ça demandait pas mal de travaux en termes de dilution thermique, en termes de gestion des flux. Globalement, on est venu clamper sur l'extrémité du rejet une pièce qui a été designée spécifiquement pour collecter uniquement une partie du flux. Et ensuite, on vient rediriger une partie de ce flux vers des tables de bouturage qui sont positionnées un petit peu plus haut. Donc d'une part, il y a une partie de conception et ensuite une partie de réalisation, parce que c'est des travaux qui sont dans nos métiers, mais qui sont plutôt réalisés par des plongeurs, pour mettre en place les conditions d'études qui étaient attendues par le CRIOB. En tant que promoteur de la solution SWAC, on en parlera par la suite, mais les résultats nous intéresseront dans tous les cas, puisque aujourd'hui, comme on vise à exporter la technologie SWAC, la question de l'impact des rejets se pose de manière quasi systématique, et on espère pouvoir faire aussi évoluer nos installations pour avoir un impact bénéfique sur le milieu de rejet à l'issue des travaux qui sont menés au niveau de Cool Reef. Donc pour poursuivre, donc là vous avez le système, donc là en fait on le voyait ici, donc vous avez les deux tubes. Ce tuyau c'est la remontée d'eau froide, celle-ci elle vient de 900 et quelques mètres, et là c'est la ressortie justement après le système donc de transfert sur l'hôtel pour alimenter la climatisation. C'est sur ce système-là donc
que l'on a mis donc cette pièce-là est se situe à ce niveau-là, et à partir de là, on a fait remonter. Là, on est à 35 mètres, donc il y avait toute une infrastructure déjà à faire remonter pour se retrouver aux alentours de 10-12 mètres, qui est la zone qui est la plus sensible lorsqu'on est dans des épisodes de blanchissement. C'est d'abord la zone où il y a le plus de corail, et c'est la zone qui est la plus sensible. Au-dessus, c'est impacté par les algues, c'est impacté par les vagues. En dessous, il y a moins de dynamisme sur le corail, donc c'était la zone qui nous intéressait le plus. Donc là, le système que l'on a mis en place, c'est d'une part ce système noir-là qui est une diffusion passive, c'est un tuyau en gros qui est percé dans tous les sens avec une diffusion passive de l'eau froide, et d'autre part 4 tables comme vous voyez ici qui sont alimentées directement par de l'eau froide, et sur ces tables-là, eh bien, vous avez des tuyaux dans lesquels passe l'eau froide, c'est du tuyau PVC rigide, donc avec une capacité à garder, je dirais, l'énergie froide, et à partir de là, sous ces tables, vous avez donc des trous sur ces tubes qui envoient l'eau froide exactement sur les boutures, dans la zone où on aura toutes les boutures. On a fait des tests d'ailleurs pour conserver un petit peu plus, on est sur des systèmes complètement ouverts, hein. Donc on est un système sur lequel il y a beaucoup de courants, notamment les courants de marée, même si les marées sont très faibles en Polynésie, ils impactent de façon assez significative, notamment sur les zones, je dirais, de cisaillement aux abords des îles. Et donc on a fait des tests comme ça, mais finalement on s'est rendu compte que laisser le système le plus simple possible était suffisant. Et puis surtout, là on est sur 11 mètres, la dernière fois qu'on a eu une houle de nord-ouest de 4 mètres, eh bien, avec ça, on n'a plus rien. Avec ça, on a encore tout. Et donc, le système est résilient. Voilà. Donc, voilà un petit peu le... Voilà. Et voilà donc les principaux résultats. Donc, on a équipé donc, chaque table de thermographe pour suivre l'évolution. Là, vous avez la température, celle qui est la température contrôle, qui est mesurée à 50 mètres de la zone et qui nous dit en gros la température de l'eau sur la période qui était une période d'ailleurs pas froide. On était au mois de juin, c'est les périodes froides, c'est les périodes les plus fraîches normalement en termes d'eau, enfin juillet, août peut-être. Et là vous avez sur les 4 tables les types de température que l'on mesure à l'endroit même exactement où se situe la bouture. Donc on est sur une diminution à peu près de 1 degré, 1,5 degré à certains moments, un peu moins à certains moments, mais finalement ce que l'on fait, c'est que l'on maintient. Vous verrez, j'en le représenterai par la suite également. Et là, vous avez sur chaque table commencé, donc systématiquement, effectivement, on diminue la température. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que même avec des tout petits trous, c'est des trous qui font 6 mm, très exactement, on arrive à réduire la température d'à peu près 1 degré, 1,5 degré sur nos zones, ce qui était l'objectif premier, en premier lieu, de voir que d'un point de vue thermodynamique, ça fonctionnait. Donc, on vient d'installer là récemment, très récemment, un système de capteur automatique qui permet de mesurer en temps réel avec une transmission satellitaire la température de l'eau en sortie ici, la température de l'eau sur une table et la température de l'eau en test extérieur. Et donc là aussi on voit, donc ça vous avez le site, c'est complètement libre, hein, si vous voulez le recopier ou si vous voulez je vous l'envoie, il n'y a pas de problème. Donc on a un ancrage particulier et donc on a cette mesure de température en permanence. Et là vous le voyez, on voit bien donc que l'on a cette température, ça c'est le capteur. Le capteur, je dirais, témoin, la température de l'eau. Là, par contre, c'est le 6 mars, donc c'était hier, voilà, très exactement. On est à 29,2 en température. On se rapproche de la zone critique pour le blanchissement. La NOAA nous prédit un blanchissement tardif cette année. Tardif parce qu'on a eu de l'eau froide jusqu'à présent. Nous prédit un blanchissement tardif sur les Tuamotu, où ils ont un peu plus de certitude, au plus tôt au mois d'avril-mai. Sur la société, ce sera la zone de transition. Ils ne sont pas encore capables de le dire. Moi, je dis toujours que, attendons, il suffit d'un bon coup de maramou et puis il n'y a plus de blanchissement. Donc la météo comme ça sur plusieurs mois, attendons de voir. Mais pour le moment, on rentre dans la période critique. Là, on voit la température que l'on a sur les tables, qui est assez stabilisée. Donc là, c'est la température vraiment sur les tables. Et là, c'est la température directement dans cette zone-là, autour, je dirais, de ce système de sortie. Donc dans ce cas-là, on est à peu près à 1 degré de moins. Dans ce cas-là, on est plutôt aux alentours de 1,5 degré de moins. Donc, d'un point de vue thermodynamique, on est bon. Donc maintenant, ce que l'on fait, c'est que l'on a installé toutes les boutures avec une zone contrôle, bien entendu. Une zone contrôle donc, à l'extérieur de la zone. Une zone, évidemment, refroidie, sur laquelle la période qui nous intéresse le plus, c'est maintenant. Hein, parce que c'est maintenant que ça se joue quelque part. Et donc là-dessus, on va regarder la survie de nos boutures, la thermotolérance, l'évolution des comitocémotiques, tout ce qui est réserve énergétique dans le corail, tout ce qui est densité de squelette, parce qu'on va les passer en tomographie, tout ce qui est croissance, ça c'est de la croissance 3D, donc ça c'est assez simple. L'investissement reproductif, donc regardez effectivement plutôt cette fois-ci dans la zone
des colonies qui sont autour, puisque là, toutes les colonies sont naturelles, si on a toujours autant de reproduction et de production d'ovocytes et de gamètes, et puis ensuite tout ce qui est densité symbiotique, bien entendu, et tout ce qui est concentration de pigments. Donc ça, c'est en cours, ça a déjà été fait post, je dirais, à la fois contrôle et non refroidi avant, c'est en cours d'être fait maintenant, et donc en termes de perspective, je dirais qu'au mois de septembre, on en saura un petit peu plus et on commencera avec l'information, c'est-à-dire après cette période de chaleur, quelque part, qui, même si elle n'aboutit pas à un blanchissement, va aboutir à un stress de son, quoi qu'il en soit, on va se rendre compte effectivement l'impact qu'a pu avoir ce système-là. L'objectif, à terme, on ne va pas, je dirais, changer les trajectoires des récifs coralliens dans le monde. Hein. Je suis très clair là-dessus. Ça ne va pas arriver. David l'a très clairement dit. Ce n'est pas avec ça qu'on va changer la trajectoire des récifs coralliens dans le monde. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est que plutôt que de créer et de mettre beaucoup d'investissements sur du bouturage qui, si ça se réchauffe, ça aboutira à la même chose in fine, là au moins on en sera sur un bouturage qui aura, je dirais, une perspective, je dirais, à plus long terme et une perspective de résilience dans un contexte donc, de réchauffement climatique. Et je laisse David finir sur la partie transfert dont vous parlez. Et effectivement, les résultats nous seront très utiles. Aujourd'hui, on est dans des perspectives de développer la technologie SWAC ailleurs et on rentre notamment de la Caraïbe, donc Jamaïque, République dominicaine, où les mêmes questions d'impact et de sensibilité environnementale se posent. Donc maintenant que le SWAC a validé intégralement ses efficacités énergétiques, aujourd'hui, on est attendu également sur ces questions-là, puisque c'est des technologies nouvelles pour ailleurs qu'en Polynésie. Et donc, du coup, c'est des outils qui vont nous permettre aussi de convaincre sur les bénéfices que le SWAC peut apporter au-delà de la simple question énergétique. Et la question environnementale est quasiment la toute première question qui nous est posée, sachant qu'aujourd'hui, les perspectives de développement sont quand même sur des SWAC de plus grande capacité que ce qu'on a en Polynésie. Et donc, ce qui pourrait nous laisser quand même imaginer des utilisations des rejets d'eau dans des zones spécifiques à visée d'amélioration d'amélioration de la qualité de vie du corail dans les zones considérées. Donc en tout cas, ces résultats, ils nous seront utiles, puisque ces questions d'impact sont au cœur des discussions qu'on peut avoir sur le développement de cette technologie à l'export. Et merci de votre attention. Merci. Oui, moi je voulais juste vous poser une question sur le débit. Vous avez parlé de la température, mais c'est quoi le débit de sortie en fait? Juste pour avoir une idée du flux d'eau en fait. Alors aujourd'hui, sur le SWAC de Tetiaroa, on est sur des débits qui sont de 450 mètres cubes heure, ce qui reste relativement limité, et on capte à peu près 50% du débit pour pouvoir alimenter l'étape de bouturage. Alors après, c'est vrai que nous, on a eu des questions techniques liées au fait qu'on vient diminuer les sections de canalisation et que donc du coup la température de l'eau à l'intérieur a tendance à se réchauffer de manière extrêmement rapide. Donc c'est tout un tas de choses qui ont été évaluées pour permettre d'avoir des températures acceptables au niveau des points de perçage des tables. Donc tout ça, on a dû l'évaluer pour viser une variation de l'ordre du degré au niveau des tables de bouturage, sachant que d'une certaine manière on rejette un filet d'eau dans l'océan et que donc du coup la dilution est extrêmement rapide et elle va être notamment accélérée par les phénomènes de courant qui à cet endroit-là peuvent être relativement importants. Oui, c'était juste pour avoir une idée du flux final, parce que là, il n'y a qu'une partie du flux qui est réorientée vers les tables. Et après, il faut qu'il soit suffisamment puissant pour que l'eau ressorte et alimente et refroidisse, quoi. Tout à fait. Mais là, on a sur cette ligne, on a à peu près 200 mètres cubes qui partent. 200 mètres cubes heure. Merci. Merci pour la présentation. Je me posais la question, en fait, c'est de l'eau qui vient dans 2000 mètres, qui est relativement riche. Et en fait, est-ce que dans le suivi, vous allez regarder en fait, le développement éventuellement de turf qui pourrait être engagé par ces eaux riches en sel nut? Toute cette zone-là, en fait, là sur les tables, on est vraiment sur le côté table et corail direct. Dans toute cette zone des alentours, c'est là le deuxième site d'étude où on fait la photogrammétrie à grande échelle pour effectivement regarder l'évolution de la communauté et notamment la compétition avec le corail, qui est toujours la compétition essentielle.
Alors après, ce qu'on a comme information, c'est parce qu'on a mesuré quand même les sels nutritifs dans l'eau profonde, donc on a un excédent de nitrate, principalement, dans l'eau qui remonte. On a une multiplication en gros par rapport à l'eau classique, on multiplie à peu près par 3 la quantité de nitrate, ce qui n'est pas non plus énorme, parce que dans l'océan, dans les zones océaniques, c'est quand même assez faible, donc on n'est pas sur des choses qui sont exceptionnelles en termes d'apport, je dirais, en sels nutritifs. À voir, c'est une des questions que l'on peut se poser. Après, le nitrate est quand même utilisé aussi par le corail, donc c'est pas quelque chose qui est négligeable, mais c'est vrai que l'algue est plus performant. Et peut-être pour compléter, le fait qu'on ait une température de 1 degré inférieure, alors qu'au niveau du rejet, on est quand même à 14 ou 15 degrés, sous-entend qu'on a également proportionnellement une portion relativement réduite de l'eau profonde dans le mélange qui est au niveau des tables de corail. Donc, ce qui vient nuancer aussi l'impact de la composition physico-chimique profonde qui est effectivement différente de celle qu'on peut retrouver en surface. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette démarche-là, on n'est pas sur cette démarche nitrate, apport sel nutritif, on est vraiment dans la démarche température principalement, parce que comme on dit, on considère que l'apport nitrate il est négligeable aujourd'hui par rapport à la quantité d'eau qui est mise dans le milieu par rapport à la quantité d'eau du milieu lui-même. Voilà, donc on le considère comme négligeable. Si maintenant on voit qu'il y a un excès de croissance algale, là on va s'y intéresser. Clairement, le nitrate qui est au fond sera probablement d'une composition isotopique différente que le nitrate qui est en surface, parce qu'en plongeant, effectivement, il y a une modification dans la composition isotopique. On va le voir de suite. S'il y a une captation par les algues, je suis pas aux analyses isotopiques. Mais ce n'est pas l'objectif premier aujourd'hui. On est focalisé sur le corail et sur la croissance corallienne. Alors, les coraux, si j'ai bien compris, ils blanchissent et ils meurent à terme du fait de la disparition des zooxanthelles. Hein. On est entre autres. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est pas directement ça, mais de façon très schématique, oui, on va dire ça. Oui. Alors c'est pas la disparition, c'est l'expulsion, voire pour certaines c'est des lises je dirais, de membrane et qui entraînent des mortalités internes. C'est les zooxanthelles qui sont sensibles à la température plus que... Pas du tout. Pas du tout. C'est le corail qui est sensible à la température en premier lieu, et c'est parce qu'on on entraîne un stress oxydatif sur le corail, et ce stress oxydatif entraîne un dérèglement fonctionnel cellulaire du corail qui lui va considérer à ce moment-là la zooxanthelle non plus comme un symbionte mais comme un compétiteur quelque part. D'accord, ma question n'a plus de sens. Merci. Est-ce que vous êtes capable de régler de manière fine les variations de température déjà à la sortie, parce que là, est-ce qu'il y a des variations grandes? Et puis au niveau des radiateurs, là, finalement, au niveau du diamètre des buses, peut-être, il y a cette possibilité de le faire? Alors, il faut déjà savoir qu'en amont, on a une température variable. C'est-à-dire que la température de rejet du SWAC va osciller entre au minimum 9 degrés jusqu'à 12 degrés, puisqu'en fait, c'est dépendant lui-même de l'appel de charge de l'hôtel. Donc en fait, on n'a pas une régulation très précise au niveau du point de sortie. Et d'autre part, on sait qu'il y a également des variations des températures d'eau profonde. À 1000 mètres, on peut avoir des variations de l'ordre du demi-degré, ce qui explique qu'aujourd'hui, on ne peut pas garantir la température exacte au point de rejet. En revanche, on a vu l'installation avec des systèmes de vannes à des positions adéquates pour éventuellement augmenter le flux si c'est nécessaire et ne diviser le flux, enfin ne répartir le flux que sur une section plus réduite au besoin. Et c'est une commande à distance ? Pas du tout. C'est une commande manuelle par plongeur. Si tu connais des commandes à distance, sous-marines sur des vannes, moi je suis intéressé là. Parce que des vannes électroniques sous l'eau, ça va être compliqué là. Merci, super présentation. Je suis un peu jaloux du système. En fait, je trouve super cool. Hein, justement, c'est cool riff.
Donc oui, j'ai hâte de voir les résultats d'ici à septembre, voilà, avec cet événement Niño et qu'est-ce qui va passer avec les organismes. Il y a des questions, comme Alain disait, en termes de variabilité. Je pense que ça c'est super intéressant aussi à regarder. Et l'autre chose, en termes de l'application, parce que je le vois comme un système qui va permettre un peu d'avoir un refuge pour ces organismes au cas où il y a un événement extrême. Mais si on n'a pas un événement extrême, vous êtes en train de réduire la température moyenne, on va dire, et peut-être les stresser un petit peu à cause de cette variabilité. Et par rapport à ces animaux contrôle que vous allez avoir, peut-être, je me trompe, mais qu'est-ce que j'attends, c'est avoir une performance un peu plus diminuée. Je ne sais pas si vous avez des idées sur ça. On a plusieurs hypothèses, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu prématuré pour vraiment savoir. Oui, effectivement, alors on attend une eau froide, donc qui dit une eau froide dit effectivement a priori une croissance un petit peu plus lente. Mais bon, c'est une eau froide que de 1 degré. Et là, c'est pour ça que je mettais ça. On reste sur 28 degrés. On est sur une température, je dirais la température optimale de la croissance du corail est à 27 degrés, 26-27 degrés. Bon, on reste sur des températures qui sont proches de l'optimal de croissance corallienne. Donc, je ne pense pas qu'on va se traduire par des différences de croissance, des limitations de croissance du fait de l'eau froide. Non, moi je pense que ce petit delta-là, c'est le petit delta qu'on a pris aujourd'hui sur les 20-30 dernières années en termes de réchauffement climatique. Et donc, en fait, on fait mettre le corail il y a à peu près 20-30 ans en termes de conditions climatiques. Je pense qu'on est qu'à ce niveau-là. Voilà. Parce qu'on est sur un petit delta. C'était notre objectif. La commande qu'on avait fait au Codewa, c'était -1, -1,5. Pas plus, parce qu'il n'y a pas besoin de plus en termes de diminution. Après, l'impact sur le corail lui-même, ce sera intéressant, ce sera très intéressant. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cet impact autour, c'est-à-dire l'impact écosystémique. Alors, on a tout l'impact sur les tables de corail, mais l'impact ici écosystémique m'intéresse beaucoup sur est-ce que ça va modifier ou pas l'écosystème. Donc c'est pour ça qu'on a toute une série de photos. En fait, on a repris toute cette zone-là en photogrammétrie grande échelle pour avoir exactement, je dirais, le substrat. Vous voulez suivre ça sur Là, on parlait de cofinancement. Donc, d'abord, on a eu un cofinancement pour ces systèmes donc intégrés de communication qui n'étaient pas prévus initialement, je dirais, dans le projet. Et on a eu un cofinancement via le PHE, via l'école doctorale, pour avoir une thèse. Donc, normalement, on est sur cette année. Et effectivement, si on voit des choses, on va s'intéresser sur probablement une autre période de choses. Voilà. Après, il y a un problème de financement et de maintien de tout le système. Voilà. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'avec une houle de 4,20 m, tout reste en place. Voilà. Ce qui n'est pas déjà négligeable. Après, s'il faut, au mois d'avril, on aura un bon cyclone ici, parce que je crois que Météo France doit en prévoir aux alentours d'avril. Voilà. Et puis on pleura. Alors, on a une dernière question, on va faire rapide pour passer à alors, mais surtout, Suzanne, elle peut me la poser au crayon. mais bon, je ne me suis pas permis de... Je sais que tu t'intéresses aussi à l'impact de shading sur le blanchissement de corail. Et je ne sais pas, mais peut-être il fait un peu de shading. Mais tu as mis la même structure sur le site contrôle aussi. Ouais. Ah non, ça va, tu vas regarder. Exactement les mêmes structures sur les sites contrôle et sur les sites de trucs. La seule chose, c'est que sur les sites contrôle, les tuyaux, ils ne sont pas percés. Ben, voilà. Donc voilà, mais c'est exactement la même chose. Merci beaucoup. Merci.